Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment tu vas ? Bonjour Mehdi Alkanafi, bonjour tout le monde, ça va bien, comment tu vas toi ? Ça va plutôt pas mal, sous la pluie et dans la fraîcheur, mais ça fait du bien, il a fait trop chaud, trop longtemps. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre, ça fait plaisir. Au menu du jour, nous allons parler d'un jeu qu'on n'attendait plus, qu'on n'espérait plus, et qui pourtant arrivait plus vite que prévu. Ce jeu, c'est Return to Monkey Island. Alors c'est le 6e et en même temps le 3e épisode de la série, j'ai pas tout compris, mais Nico, tu vas tout nous expliquer. Puis, dans la seconde partie de l'émission, en fait, on va faire un tour d'horizon des jeux Le Seigneur des Anneaux. Alors, à l'occasion de la diffusion de la série Les Anneaux de Pouvoir et la publication de notre livre sur l'œuvre de Tolkien et Peter Jackson, on s'est dit que ça serait sympa de replonger du côté vidéoludique de l'anneau. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant, c'est la rubrique retour sur notre actu à nous, parce qu'on va pas revenir sur l'épisode de la semaine dernière, on a trop rien à ajouter. Il était tellement complet qu'il n'y a rien à dire de plus. Il était top. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé nous ces derniers jours où en ce moment on est dans un podcast un podcast de marathon, dans un marathon de podcast plutôt. Hier nous avons enregistré un Sur Strike avec toute l'équipe, avec même Ludo, une nouvelle formule de l'émission Sur Strike. Oui. Qui arrivera en octobre. Voilà, qui essaie de rendre un peu compte des affinités de chacun. Donc chacun aura sa rubrique et qui reflète un petit peu une vision du jeu vidéo aussi, donc ça peut être cool. Le Red Alert du jour, et demain nous recevons un auteur qui nous tient à cœur, comme tous nos auteurs évidemment, mais lui un petit peu plus. On le reçoit demain, on garde la surprise, ça sera diffusé en octobre aussi sur un livre d'actu qui est que vous allez pouvoir même acheter dès la semaine prochaine, c'est facile de deviner. Et dernière actu Third qui vous concerne, je pense pas trop parce que voilà, vous êtes nos lecteurs francophones, mais nous sortons nous sommes actuellement dans un Kickstarter pour traduire le livre Monkey Island en anglais. Je pense, transition toute faite pour te laisser le micro, le mic sur ta chronique qui va parler, le hasard fait bien les choses, de Monkey Island. C'est vrai, quelle transition, la télé c'est beau. J'ai une question à te poser, je te pose souvent des questions pour démarrer. S'il te plaît. Quel challenge plus élevé pour un créateur que de revisiter son œuvre culte ? On l'a vu avec Yu Suzuki, Shenmue 3, c'est jamais trop évident. C'est clair. Et l'annonce surprise du retour de Monkey Island par ses créateurs originels a généré une vague de réactions parmi les joueurs. Alors on a eu évidemment les relous comme d'hab qui ont râlé parce que c'est quoi cette esthétique, c'est moche, c'est pas le Monkey Island que j'attendais. Mais on a quand même eu surtout, et heureusement, une foule de gamers heureux, une majorité de vieux gamers heureux dont l'époque dorée du point and click dans les années 90 avait évidemment bercé l'enfance. Certains de ces joueurs étaient même restés sur ce fameux cliffhanger de Monkey Island 2 à l'époque, l'un des plus célèbres du jeu vidéo, et qui a fait couler énormément d'encre. Alors tu vas pas nous révéler, moi tu me l'as raconté parce que j'ai jamais fait les jeux, mais c'est un truc de ouf quand même. Voilà, ceux qui savent, mais bon, je dis rien pour conserver la surprise pour ceux qui ont envie de le découvrir après coup, on sait jamais. Et après ça, en fait, Ron Gilbert, donc l'instigateur de la saga Monkey Island, il a quitté LucasArts en fait, et il est parti voguer vers de nouvelles aventures. Donc la série Monkey Island, elle a continué, mais sous d'autres patrons, donc avec d'autres créateurs derrière eux, et qui n'ont jamais vraiment répondu à ce mystère, en fait, de la fin de Monkey Island 2. Et donc aujourd'hui, après plus de 30 ans quand même, 30 ans, c'est quand même un truc de ouf. C'est quand même pas mal. Ron Gilbert, il revient aux manettes, en fait, et accompagné par Dave Grossman. Donc Dave Grossman, c'était un des 3 créateurs emblématiques de Monkey Island. Et donc là, on en a 2 sur 3 qui reviennent au chevet d'un nouvel épisode. Et voilà, ça va être un petit peu la surprise, parce que comment donner une suite à Monkey Island, Je l'ai dit, la saga, elle a marqué un grand nombre de joueurs aujourd'hui qui sont souvent un petit peu plus âgés, on va pas se mentir. Même que nous, tu veux dire ? Wow. Et il en va de même pour les développeurs aussi, qui ont passé par moult épreuves depuis, autant de sociétés, de jeux que voilà, ça fait 30 ans, ça passe pour tout le monde. Donc on sent aussi cette expérience, ce temps qui a passé. Et pour moi, ce Monkey Island, ce Return to Monkey Island, c'est un jeu d'adulte. Alors dit comme ça, c'est un peu chelou. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi, rien de sexuel, je vous rassure pour le moment. Donc on se rassure aussi, on retrouve quand même dans le jeu l'humour typique de la série, les situations et les personnages loufoques, la bonne humeur ambiante. Donc voilà, c'est pas en ce sens-là que je dis que c'est un jeu d'adulte. Mais on sent quand même déjà une écriture, je trouve, un peu moins sale gosse qu'à l'époque, où les mecs, ils avaient 20 ans, donc ils étaient là pour faire la vanne un peu acide et tout. Je trouve aujourd'hui l'écriture peut-être un peu plus subtile. Bon, c'est peut-être une question de goût aussi. Donc je l'ai dit, les joueurs ils ont vieilli, mais les créateurs aussi. Et donc plus question aujourd'hui de sécher sans fin sur une énigme pendant des jours, comme ça pouvait nous arriver à l'époque. Plus non plus question d'avoir des associations d'objets un peu contre nature ou des énigmes un petit peu délirantes. On sait que c'est la marque de fabrique de Monkey Island. À l'époque, en gros, fallait pas tant réussir à percer le secret de l'énigme qu'à essayer de comprendre le process mental, en fait, d'un des développeurs qui avait une vanne dans son cerveau et qui essaie de te le faire capter. Donc, c'était pas forcément toujours évident.
Donc aujourd'hui, Ron Gilbert et compagnie, hein, c'est les darons du jeu d'aventure, hein. Ils ont de l'expérience à revendre, et je pense qu'il y a peu de développeurs qui ont autant cogité qu'eux sur le genre du point and click, tu vois. Et ce jeu Monkey Island, hein, ils ont, avec le recul qu'ils avaient sur leur travail, je pense qu'ils cogitaient aussi depuis 30 ans, et ça se ressent. Donc le jeu dans l'aventure, il y a pas vraiment de temps à perdre, hein, il faut du rythme, ça avance assez vite, et il faut aussi dégager un petit peu les lourdeurs qu'on a aussi, et pourtant un peu de manière intrinsèque au genre du point and click. Donc en réalité, finalement, il faut peut-être trahir un petit peu Monkey Island pour le remettre au goût du jour. D'accord. Parce que oui, ce Return to Monkey Island, c'est un jeu vraiment moderne, hein. Donc là, je pense que c'est intéressant de faire un parallèle avec Thimbleweed Park. Donc Thimbleweed Park, ceux qui ne le savent pas, c'est le précédent jeu du studio Terrible Toy Box de Ron Gilbert. Donc, oui. Il est sorti en mars 2017 après une campagne de financement sur Kickstarter. Et là aussi, il se proposait déjà à l'époque de revisiter un jeu culte de Gilbert, c'était Maniac Mansion. Okay. Donc Thimbleweed Park, c'était vraiment une sorte d'héritier spirituel. Et ça se sentait. Le jeu donc avait été financé sur Kickstarter par une ribambelle de vieux joueurs nostalgiques, et du coup le jeu il rendait hommage en fait à cette époque, à cet âge d'or en question, donc autant par son gameplay très très classique que par sa représentation visuelle en pixel art. Donc vraiment c'était l'héritier direct de Maniac Mansion, et du coup il embrassait aussi les codes, et qui sont peut-être souvent en fait des défauts au final, hein, des point and click de notre enfance, quoi. En poussant même des situations à l'absurde. On pouvait par exemple ramasser dans le décor, dans Thimbleweed Park, des grains de poussière, ce qu'ils appelaient, c'était vraiment un pixel dans le décor que tu pouvais cliquer, et tu ramassais ça allait dans ton inventaire en tant que grain de poussière, et tu pouvais en collecter un paquet dans tout le jeu. Et ça, c'était un peu pour se moquer des point and click de l'époque, où parfois, t'étais bloqué parce que t'avais loupé un truc dans le décor qui était au pixel près, qu'il fallait cliquer au pixel près. Ou le pixel hunting. Voilà, donc tu savais pas comment évoluer, t'étais un petit peu bloqué. Donc c'était ce côté un petit peu absurde qui était moqué dans Thimbleweed Park. Et on voit que dans ce projet-là, tout était fait en fait pour brosser le joueur nostalgique dans le sens du poil en fait. Lui filer sa Madeleine de Proust, parce qu'il avait payé pour ça en fait, tout bêtement quoi. Et dans le cas de Return to Monkey Island en fait, on est vraiment à l'exact opposé. Ok. Donc le jeu, alors là ça va être tricky, mais le jeu fait un peu état de nostalgie, tu vois, avec des clins d'œil à foison malgré tout. Dans cet épisode, tu as le retour de vieux personnages emblématiques, et tu retraverses même des lieux bien connus du premier épisode. Pourtant, je trouve qu'il apparaît jamais nostalgique malgré tout, tu vois. Il y a une petite nuance, je pense qu'elle est un peu fine là-dessus. Okay. Alors oui, on va trouver dans le décor par exemple des cartes quiz, hein, donc c'est des cartes que tu trouves et qui vont en fait te poser des questions, une sorte de quiz sur des trucs de la saga que seuls les plus vieux fans pour évaluer ton niveau de fanitude. Exactement. Donc même, moi je suis un fan de Monkey mais un peu lointain, donc il y a plein de trucs où j'ai pas réussi à répondre. Mais on pense à Nicolas Denéchaud, donc l'auteur de notre bouquin sur Monkey Island. Lui, il a dû se régaler parce que je pense que ce quiz était vraiment fait pour des gens comme lui. On a évidemment certaines vannes qui vont passer complètement au-dessus de la tête des nouveaux venus. Et oui, le propos, il est méta au dernier degré. D'ailleurs, tout le monde en prend pour son grade, que ce soit les joueurs, les développeurs et tout. C'est assez rigolo là-dessus, mais j'en dis pas plus. Dans son précédent jeu, dis-moi si je dis une bêtise, mais il se mettait carrément lui en scène. Est-ce que c'est le Ron Gilbert, je peux dire? Est-ce que là, dans Monkey Island, le méta va à ce niveau-là? Non, pas aussi loin, mais t'as clairement des vannes aux fans d'aujourd'hui avec ce que ça peut impliquer parfois de too much quoi, en fait, où les mecs se prennent pour des gardiens du temple alors que c'est pas eux qui pensent connaître mieux une série que les créateurs d'origine. Donc il a adapté le jeu à la dernière polémique sur les graphismes. Il y a une vanne dessus aussi, ouais, donc là, il s'empêche jamais de commenter un petit peu l'actualité. Et donc je disais, donc on a ces trucs-là qui évoquent clairement de la nostalgie, mais par exemple du côté des fameux combats d'insultes, donc les combats au sabre qui se déroulent sous la forme d'un échange d'insultes, il y en a pas en fait. Et là-dessus c'est assez emblématique à mon sens, parce que qui d'autre que les créateurs du jeu initial pouvaient faire un nouvel épisode et laisser de côté ce truc aussi emblématique. Si ce Return to Monkey Island avait été développé par une nouvelle équipe, quelle qu'elle soit, il se serait fait pourrir par internet parce qu'il n'y avait pas ces combats. Donc vraiment les seuls qui pouvaient faire ça, c'est les créateurs. Parce que ce Return to Monkey Island, en fait, c'est pas le Monkey Island 3 tant fantasmé, tu vois, celui qui aurait pu sortir en 92 ou 93 et que les gens attendaient, en fait. C'est vraiment un Monkey Island de 2022, le jeu que ses créateurs avaient envie de faire aujourd'hui, tout bêtement, et celui que Ron Gilbert, je l'ai dit, il a eu le temps de réfléchir et de retourner dans son cerveau pendant 30 ans, quoi. Et pour cela, en fait, c'est bien en trahissant les attentes des joueurs qu'il a pu réussir son coup et à faire un super jeu. Parce que Monkey Island, c'est un jeu moderne, et on le voit dès les premières secondes, avec cette approche graphique singulière. Alors honnêtement, moi, quand je voyais les photos, je trouvais ça cool, mais j'étais un peu mitigé. Okay. Quand on voit le jeu tourner, et qu'on joue vraiment, je trouve que ça change tout. Je sais pas si tu trouves ça cool, toi. Ouais, alors moi, j'ai
peu d'affect avec la saga, donc quand j'ai vu les nouveaux graphismes, j'ai trouvé ça plutôt joli en fait. La DA, en tout cas, elle est signée par Rex Crawl, qui est un ancien de Media Molecule, et qui était derrière le jeu Tearaway, tu en avais déjà parlé, le jeu sur PS Vita, donc on reconnaît le style de ouf. Ça j'adore. Et Tearaway, c'est un jeu vraiment qu'on conseille grave, donc c'est lui qui a été recruté par Gilbert pour mettre à jour la DA de Monkey Island. Très moderne aussi du coup. Carrément, et donc évidemment il y a ceux qui vont râler en disant que c'est pas ce qu'ils attendaient et tout ça, mais si on réfléchit en fait, la série Monkey Island elle a toujours eu un côté polymorphe à la base, tu vois, en termes de direction artistique. Les premiers épisodes, c'était carrément les illustrations des artistes qui étaient scannés puis plaqués sur les décors. Monkey Island 3 par exemple, on voit qu'il a vraiment un côté dessin animé interactif. Enfin, à chaque fois la série elle a été à la pointe niveau artistique, et donc ça se comprend qu'en 2022 ils recherchent aussi quelque chose dans ce sens là quoi. Donc Monkey Island, il est moderne aussi parce que le point and click, il avait besoin d'évoluer. Je l'ai dit, plus question de sécher des jours et des jours sur une énigme, parce que maintenant aujourd'hui avec Internet, évidemment, tu trouves les réponses à portée de clic. Et là, ils ont réagi de manière, je trouve, intelligente en intégrant dans le jeu un système d'aide qui est très efficace. Alors c'est pas une révolution, on a déjà connu ça, mais il est quand même assez c'est par étapes en fait, donc ça te donne pas direct la solution, et ça te prend, je trouve, jamais de haut, ou ça te rabaisse jamais, ça va être plus comme si t'étais avec un pote qui avait fait le jeu, et qui va te dire, t'as pensé à checker ça, et ça, ce truc, si tu t'en souviens bien, ça peut t'aider. Et donc ça, c'est plutôt cool aussi. De la même manière, tu vois, si dans les dialogues t'as loupé une info, t'as une fonction qui permet de rejouer les derniers dialogues en fait. Et donc là-dessus, voilà, tu peux revenir un petit peu en arrière pour voir si t'as pas zappé des trucs, et c'est très utile aussi quoi. Comme Thimbleweed Park pour le coup aussi, qui était rétro mais qui apportait quand même un peu de nouveauté, le jeu te propose un choix entre un mode normal et un mode difficile. Alors là-dessus, il te prévient, c'est plutôt cool, il te dit t'auras toutes les vannes et toute l'histoire en mode normal. Le seul truc qui change, c'est la complexité des énigmes, et en fait, l'usage des objets que tu récoltes qui sera beaucoup plus fréquent avec le mode difficile. Alors j'avoue, moi j'ai pris un mode normal parce que voilà, mes jours d'adepte de point and click sont un petit peu derrière moi. Pour le coup, j'ai un petit peu regretté parce que c'est vrai que quand t'as un petit peu intégré ces mécaniques particulières, là j'ai pas vraiment trouvé trop d'énigmes complexes, j'avançais assez vite. J'ai un petit peu regretté là-dessus, donc si vous avez un petit bagage sur le point and click, je vous conseillerais peut-être plutôt le mode difficile aussi. C'est hyper intelligent parce que en fait, le jeu il t'invite à rester dans le jeu parce qu'il est conscient que tu vas peut-être t'en extraire pour aller sur internet et regarder la solution. Et ça c'est la pire des choses à faire quand tu sors en joueur du jeu. Donc ça c'est vrai que c'est très très malin. Je l'ai dit, c'est un jeu moderne aussi parce que les contrôles sont revisités et pour le coup parfaitement adaptés à la manette. Alors que avec les RTS et les FPS, je pense que le point and click c'est un des jeux les plus imaginés être joué à la souris quoi. Donc en gros, dès qu'on s'approche d'un endroit dans le décor où il y a des points d'intérêt, en fait on les voit apparaître en surbrillance. Et donc c'est avec le stick droit de ta manette, tu vas viser un de ces points d'intérêt pour interagir avec lui. Donc je trouve ça en fait super malin. Et grosso modo en fait c'est qu'on te dévoile finalement ces points d'intérêt là dès que tu t'en approches, qui peut paraître comme une hérésie pour certains, parce que toute la complexité du point and click, c'est justement de trouver l'interaction dans le décor qui peut être un peu cachée. C'est vrai. Et tu as même une fonction où si tu appuies sur les deux gâchettes en même temps, ça révèle tous les points d'intérêt de l'écran. Donc c'est cool aussi parce que t'as pas forcément à retraverser tout l'écran pour checker, tu peux voir si t'as rien oublié. Enfin, on voit vraiment que ils savent qu'on n'a plus forcément des heures et des heures à passer, que le temps des joueurs est précieux, parce que comme j'ai dit, les fans de point and click, ils sont souvent aujourd'hui un peu à plus âgés, ils ont certainement une vie active, peut-être des enfants, donc il faut que ça se passe, quoi. C'est les gâchettes ? C'est les gâchettes, ouais. Ça me fait penser aux sticks dans les JRPG qui reviennent au goût du jour, c'est le mode invincible, et en fait... Finalement, les options de confort sont assez similaires, du coup t'as pas le temps quoi. Exact, et puis c'est une manip qui est pas naturelle, donc c'est pas un truc que tu peux faire en te trompant et qui pourrait gâcher l'expérience si tu veux pas. Mais qui sont pour les mêmes joueurs, finalement, tu vois, les JRPG, t'as plus trop le temps de taper 40 heures, cette option de confort va te permettre d'aller plus vite. Là, si vraiment t'as pas envie de squatter sur chaque tableau, si je puis dire, tu vas mettre les gâchettes, tu vas voir tous les points d'intérêt. Et ces options de confort, il y en a plein, tu peux jouer sur la taille des textes et tout, et c'est aussi en ça qu'on voit que le jeu a été pensé sur la Switch. Ça m'intéresse. Et notamment sur le mode tactile en fait, tu peux y jouer en mode tactile sur la Switch, donc ça c'est plutôt cool. Quoi qu'il en soit, en fait, on voit qu'il y a eu du budget derrière, c'est pas un jeu qui a été repêché, qui a été fait avec 3 bouts de ficelle. Il y a une VF d'ailleurs, alors écrite seulement, les voix restent en VO, mais la VF elle est excellente et tout, donc c'est cool de voir que le jeu revient vraiment en force et le fait vraiment bien quoi. Et puis il y a cette histoire de secret, ce fameux secret qui était attendu par les fans depuis des années, donc pendant 30 ans je l'ai dit. Et là-dessus, quand tu reviens sur une saga aussi forte que Monkey Island, t'as une pression, je l'ai dit, super gigantesque en fait. Quoi. Et là-dessus, je vais pas évidemment révéler les secrets du jeu, mais je trouve que le challenge il a été relevé, mais avec une délicatesse folle. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais
Déjà, ce qui est cool, c'est que Ron Gilbert, il réussit l'exploit, je trouve, de prendre en compte les 5 épisodes de Monkey Island déjà parus, alors qu'on aurait pu s'attendre, c'est le créateur qui revient en mode barrez-moi ces jeux que je n'ai pas dirigés, tu vois, qu'il aurait retcon des événements. Okay. Mais là, il respecte l'héritage qu'il y a eu, il respecte le travail de ses prédécesseurs, ce qui est plutôt cool. On voit même le crâne Murray, qui était un des personnages cultes de la série, qui revient. Mais il fait quand même, malgré tout, une suite directe au 2e épisode, donc le dernier qu'il a fait lui. Et là-dessus, le prologue, il est entièrement consacré à ce truc-là. Et c'est en ça que Monkey Island, Return to Monkey Island, c'est soit un Monkey Island 3 bis, soit un Monkey Island 6. Okay. Et je trouve que d'avoir réussi à faire ces deux choses en même temps, parce que ces deux choses en même temps, c'est un tour de force, quoi. Et j'ai dit donc, vas-y. Est-ce que tu vas en parler? Est-ce qu'il est excluant, par exemple, pour un joueur comme moi qui n'a pas fait les Monkey Island? Non, je l'ai dit, t'as ce côté un peu nostalgique où forcément, t'as des vannes que tu comprendras pas si t'es pas au courant, t'as des personnages que tu vas dire, lui je le connais pas, j'ai pas d'affect avec lui, mais ils arrivent toujours à te les recaractériser en quelques secondes avec des phrases de dialogue particulières. Forcément, tu vas perdre un peu de l'intérêt là-dessus, mais je pense que tu peux quand même le découvrir avec un œil neuf, quoi. Ok, c'est pas une heure de private joke, c'est-à-dire que vraiment excluant dans le sens où tu te retrouves à un dîner avec des amis qui se connaissent et toi tu connais personne. C'est pas ça l'idée non plus. Non, et c'était plus Thimbleweed Park, ça, en fait, qui était, je pense, vraiment dédié aux vieux de la vieille. Là, je pense qu'il est quand même accessible pour un public un peu néophyte là-dessus, quoi. Et je parlais du prologue du jeu, donc qui, scénaristiquement déjà, est assez intéressant. Et en plus, ça te fait un tutoriel, en fait, et donc en 30 minutes, t'as le fond et la forme qui se rejoignent pour une entrée en matière, je trouve, assez excellente. Pour le coup, le prologue, il peut être un petit peu excluant parce que tu vas pas forcément voir de quoi il est question. Dommage, il aurait pu faire un parfait, là. Mais c'est vrai qu'on en parlait dans Immortality, où dans le menu, t'avais une option un peu presque cachée, qui te révélait un peu les tenants et les aboutissants de l'intrigue, grosso modo. Là, t'as la même chose, en fait, mais quand tu démarres la console sur le menu, t'as une grosse flèche qui vient mettre en surveillance un album, et ils te disent, si tu joues au jeu pour la première fois, va peut-être checker ça pourrait être cool. Okay. Et c'est marrant parce que c'est vraiment sous la forme d'un scrapbook, en fait, voilà, un bouquin avec des trucs collés dedans, et qui va te résumer chaque épisode, en fait. Donc ça, c'est plutôt bien fait, c'est vraiment super cool, avec évidemment toujours l'humour caractéristique de la série, quoi. Donc au final, il y a quand même une question qui se pose, c'est comment tu jauges un tel jeu, parce qu'on va pas se mentir, les tests qu'on a vus dans la presse, sans aucun doute, ils sont forcément confiés aux vieux fans de l'époque, et qui fatalement seront un peu biaisés, et je dis pas ça en mode critique, pas d'objectivité, mais quand t'as un tel affect pour une série, la voir revenir après autant de temps, c'est quand même inespéré. Et là-dessus, même moi, tu vois, j'aurais du mal à statuer. Est-ce que le jeu est sympa ou est-ce que le jeu est excellent? Parce que moi, je l'ai vraiment adoré, mais j'aurais du mal à le jauger dans la grande galaxie du point and click. Est-ce que c'est les meilleurs point and click de tous les temps? Je sais même pas, tu vois, donc c'est vraiment compliqué là-dessus. Et au final, c'est vraiment pas ce qui compte, parce que ce qui compte vraiment, c'est qu'on se rend compte que l'aventure, elle est intimiste et elle est sincère, tu vois. Et c'est ça, quand t'es un fan de Monkey Island, c'est le seul truc que t'avais besoin. Et le fil rouge de l'aventure, finalement, c'est un petit peu cette quête de la narration, cette envie, en fait, de raconter des histoires. Et on voit que Ron Gilbert, c'est tout ce qui le guide, On a parlé, donc je reviens sur Immortality, mais moi, ce qui me plaît dans un jeu vidéo, c'est qu'on me raconte des belles histoires. Ouais. Quand je suis acteur, tu vois, de fait, parce que c'est un jeu vidéo. Et ici, c'est vraiment tout le propos. On a même un passage juste avant un peu la dernière ligne droite de l'aventure, où les développeurs, ils calment un peu le rythme et ils soufflent, t'as un dialogue, en fait, où t'as deux personnages qui discutent, et on te dit, mais ce secret-là, après tant d'années, t'as pas peur d'être déçu, forcément, t'as tellement d'attentes et tout, tu peux qu'être déçu. Et là, je trouve qu'on te laisse un choix de réponse, et encore une fois, ça rejoint ce que je disais sur l'élégance du propos, c'est que tu peux choisir de dire ce que j'ai fait moi, en fait. En fait, le secret, moi, je m'en fous. Ce qui compte, c'est le trouver, tu vois, c'est l'aventure, c'est le voyage, tu vois. Alors, c'est clair, c'est cliché de dire ça, mais ce qui compte, c'est le fait de vivre l'aventure en elle-même. Et je trouve que ça résume parfaitement le jeu, quoi. Et du coup, est-ce qu'il est sympa, est-ce qu'il est excellent? Finalement, moi, il m'a procuré des émotions, avec notamment cette fin, je trouve, qui est assez incroyable. Et pour moi, ça restera un jeu marquant, malgré ça, tu vois. Donc, est-ce qu'après, on a le point final de la série? On peut se poser la question. Je pense que la boucle est bouclée, elle pourrait s'arrêter là sans problème, et c'est ce que je pensais en terminant l'aventure. Après, il y a un ou deux détails qui me font fait réfléchir à deux fois, donc on verra bien, et en tout cas, s'il y a un nouveau Monkey Island, je trouve qu'on sera content, quoi qu'il arrive, Mais je l'ai dit, la boucle est bouclée, et les passions, elles sont apaisées, tu vois. C'est un peu comme le dernier film Evangelion, je trouve, qui avait réussi à apporter une conclusion définitive, mais je trouve d'une sérénité absolue. Et c'est pareil pour Monkey, et ce qui est étrange, parce que ces deux sagas-là, elles ont vraiment déchaîné les passions pendant des années et des années, et même après leur conclusion initiale. Et je trouve qu'avoir réussi à apporter
une conclusion satisfaisante et même apaisante, bah c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire, quoi. Et c'est en ce sens-là que je parlais d'un jeu d'adulte, en fait, que Return to Monkey Island est un jeu d'adulte, parce qu'il nous parle comme à des adultes, en fait. Et il réussit à faire amener son propos par le dialogue, par la discussion. Et je trouve que c'est rare les jeux vidéo qui te parlent comme si t'étais un adulte, quoi. Donc là, on voit vraiment qu'il connaît son public là-dessus, quoi. Donc Ron Gilbert, il a réussi son coup, mais c'est pas pour autant un sauveur, hein, parce que le genre du point and click, il reste actif aujourd'hui, hein, il y a énormément de jeux sur le sujet qui sortent, et donc le genre n'a pas besoin d'être sauvé. Mais Monkey Island, c'est vraiment celui qui va remettre la lumière sur le genre, parce que ces épisodes, aujourd'hui, le point and click, c'est loin d'être un genre majeur du jeu vidéo. Non. C'est même plutôt une niche, on va pas se mentir là-dessus, quoi. Et en tout cas, Ron Gilbert, je trouve qu'il a jamais autant mal porté son pseudo, hein, qui est Grumpy Gamer. Donc c'est le gamer qui ronchonne, en gros. Parce que dans son jeu, moi je trouve qu'on voit que de l'amour, en fait, qui déborde de son travail, et de l'amour pour son métier, de l'amour pour ses personnages, pour son histoire, et de l'amour pour les joueurs aussi qui suivent ses aventures depuis des années, quoi. Et quand on voit la réussite qu'a été Psychonauts 2 l'an dernier, tu vois, de Tim Schafer. Tim Schafer, c'est le troisième membre, voilà, de ce trio créatif qui, pour le coup, n'est pas impliqué dans Return to Monkey Island. Et quand on voit la qualité de ces deux jeux, on se dit finalement que les vieux, ils font définitivement de la résistance, quoi. Des jeux du cœur, des jeux sincères. Est-ce qu'on n'est pas à l'opposé total d'un Shenmue 3 qui, comme Yu Suzuki avait pour défi de faire une suite, impossible dans la conviction de satisfaire tous les joueurs, qui avaient aussi un budget pas ouf, mais qui a fait un jeu qui faisait suite à Shenmue 2, comme si on était à l'époque de la Dreamcast, alors que là, tu l'as expliqué, ce Monkey Island est un jeu moderne et un jeu de 2022, et finalement, là, tu as aussi expliqué que ce Monkey Island mettait une sorte de point final, là où Shenmue 3 ne fait que ouvrir encore plus les portes des perspectives. Je vois une sorte d'opposé, même si les deux viennent du cœur pour les deux créatifs. Ouais, c'est exactement ça, et Shenmue 3, je pense qu'il répond aux mêmes problématiques que Thimbleweed Park, parce que aussi, je pense que le financement participatif conditionne ce genre de projet, et que tu dois forcément un peu avoir le retour sur investissement du mec qui met de l'argent. En gros, tu payes pour ta nostalgie, comme j'ai dit, quoi. Mais c'est vrai que Shenmue 3 a pris le parti de ne répondre à aucune question et de pas tellement faire avancer l'histoire. Et c'est en ce sens-là, je trouve qu'il y a quand même un petit problème sur le jeu, quoi. Ouais, j'ai un parallèle peut-être bizarre, mais dis-moi ce que t'en penses. Quand tu parlais de mystère, de résoudre les choses, de finalement à la fin on s'en fiche, moi ça me fait penser un peu à Lost, la Mystery Box de J.J. Abrams, que finalement la boîte, c'est ça qui est important, ce qu'il y a dedans, on s'en fiche, c'est la quête de savoir qu'est-ce qui va. Et je sais que t'aimes bien Monkey Island, je sais que t'aimes bien Lost. Est-ce qu'il y a un truc derrière c'est vrai que oui, c'est le Mystery Box, c'est un trésor aussi. Ouais, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que moi, ça me plaît. Je peux comprendre que certains, ça leur parle pas et qu'ils ont au contraire frustré. Mais c'est marrant parce que je l'ai enlevé dans ma dernière relecture, mais j'avais mis un parallèle avec Lost justement, en disant que ce cliffhanger de Monkey Island 2, c'est comme si j'avais attendu 30 ans avant de voir l'épisode 1 de la 4e saison de Lost. Voilà, pour ceux qui savent, vous savez. Et donc, ouais, c'est vrai que je vois des points communs, mais après, je peux comprendre aussi que certains trouvent que ça soit un peu peut-être des gesticulations finalement, et qui veulent du concret, qui veulent des réponses. Ça dépend des tempéraments, ça. Ok, en tout cas, moi, ça m'a donné grave envie de m'y essayer, même si je ne connais pas spécialement la série Monkey Island. Tu parlais tout à l'heure de savoir, est-ce que ce Monkey Island, c'est le meilleur point and click? Est-ce que finalement, tu as une certaine forme d'objectivité? C'est la question qu'on va se poser dans ce top 3. C'est l'heure de l'interlude top 3, qui cette semaine va s'intéresser aux jeux pour lesquels nous ne sommes pas objectifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel sens on le prend? Est-ce que Monkey Island est dans ton top? Alors le jeu vidéo, on sait que ça déchaîne les passions, et on a tous des petites préférences pour des constructeurs, pour des créateurs, et donc il y a des jeux où de manière un peu consciente ou plus ou moins inconsciente, on va un peu se cacher les yeux des défauts, et où on n'accepte pas trop la critique, alors qu'il y aurait peut-être moyen, quoi. On va se marrer, parce qu'on a un peu discuté juste avant et il y a eu déjà des noms. Non, moi, ça va pas du tout. Tu commences avec ton top 3 des jeux pour lesquels tu n'es pas objectif, le top 3. Ouais, alors moi je vais revenir dans le passé parce que, comme j'ai dit, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu fanboy, j'étais fan de Nintendo. Aujourd'hui j'ai grandi, j'ai mûri, donc aujourd'hui je ne suis qu'objectivité, donc il n'y aura pas de jeu récent. Mais mon numéro 3, c'est Luigi's Mansion, le premier sur GameCube. Ok. Alors juste pour faire le débat, parce que quand on était jeune, donc moi j'avais des consoles Nintendo, les potes, notamment toi, c'était les consoles PlayStation, et je défendais farouchement Nintendo, et c'était pas évident parce que il y avait pas beaucoup de jeux, il y avait pas tous les genres de jeux représentés, et j'étais un peu jaloux, tu vois, notamment des Survival Horror, des Resident Evil et tout, et j'ai passé des heures et des débats à soumettre à dire mordicus
soutenir que Luigi's Mansion était un survival horror. Parce que pour moi, on n'en avait pas sur notre console et que voilà, c'était l'occasion. Et donc, je lâchais rien. Alors que, évidemment, que ce n'est pas un survival horror. Non. Ça n'a rien à voir du tout. Donc voilà, si Stéphane, tu nous écoutes, Ouais, notre je te pote. passe le big up. Après, bon, sur 64, t'as eu RE2, sur GameCube, t'as eu RE1, Rebirth, t'as eu de quoi. On a même récupéré la licence. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a bon, pas longtemps, hein, mais je comprends. Hein, moi, je me souviens de cette époque où j'avais la Mega Drive et j'étais semé de voir tous ces gens qui avaient la Super Nintendo. Mais je comprends. Pour mon top 3, moi, alors je vais un peu tricher. Hein. Ah, tiens, non. Faudrait compter les top 3 où tu ne triches pas. En fait. Je vais un peu tricher, mais comme toi, je vais tricher, mais je vais m'échapper. Surtout, c'est que j'ai mis en top 3 tous les jeux de Kojima, où je pense, je manquais d'objectivité. Mais voilà, finalement, MGS4, je pense que j'ai pris du recul. On en discutait avec Damien tout à l'heure, la fin de Peace Walker, la secrète, bah, je la défends pas spécialement. Et bizarrement, j'aime pas spécialement Metal Gear Solid 5, là où voilà, je mettais Kojima sur un piédestal, j'étais déçu de ce qu'il a fait du monde ouvert. Donc voilà, j'ai été pas objectif, mais aujourd'hui je le suis. Donc un top 3 d'échappé pour l'instant. Honnête mais juste. Ton top 2, c'est quoi? Alors pareil, on revient sur Nintendo 64, hein, et je vais parler de Castlevania. C'est une série que j'aime beaucoup. Ah, t'es joueur. Et voilà, j'ai vu arriver Castlevania sur la Nintendo 64, un jeu que j'attendais énormément parce que voilà, fan de la série et tout. Et puis c'était le premier épisode en 3D. Et je l'aime bien, je le trouve cool. J'ai passé des bons moments dessus, mais objectivement, bah c'est un jeu qui est quand même pas mal éclaté, quoi. Donc qui est injouable, qui était moche, qui était pas au niveau de la série, et avec le recul, j'ai pété des câbles en termes de maniabilité, des moments qui sont à se taper la tête contre les murs. Et j'étais là, moi, non, c'est bien, j'aime bien. La nitroglycérine. La nitroglycérine, pour aller péter le mur, ça, je pense que tout le monde s'en rappelle. T'as pas de Castlevania dans ton top, toi? Parce que j'hésitais à mettre Lament of Innocence aussi. Non, mais ouais, alors moi, tu m'as contaminé sur 64 parce que, et même sa pseudo-suite avec des faux DLC, là, où t'avais en fait, c'était plus ou moins le même jeu, mais avec des nouveaux personnages. Je les tiens en affection, et Lament of Innocence, franchement, mais oui, et Curse of Darkness aussi, les deux PS2, ben, je les adore de ouf, et ils auraient pu être clairement dans ce top 3, mais c'est pas le cas, mais ça me permet la petite mention. Du coup. Ouais, mais c'est vrai qu'ils ont quelques limites. Ouais, mais là, autant toi, le 64, t'arrives à dire qu'il est éclaté, autant Lament of Innocence, est-ce que je conçois qu'il est vraiment pas ouf? Pour autant, je l'aime beaucoup. Il est quand même beaucoup mieux que le 64. Hein. Ah oui, non, mais ça, je pense qu'il y a pas débat. Mon top 2, c'est Lost Odyssey, un jeu que j'adore, hein, qui est peut-être même dans un top 10 all-time. Et, je pense que je suis pas objectif du tout parce que, voilà, c'est la concrétisation d'une certaine forme de rêve avec Takehiko Inoue, qui est un character designer, qui est, voilà, l'auteur de Slam Dunk, Vagabond. C'est un mangaka qu'on adore. Là, Same Uematsu, Same Sakaguchi, ça me dit que ça fait un JRPG au tour par tour. Enfin, j'ai vu flou pendant quelques années, et du coup, ouais, moi je l'aime d'amour et je pense qu'il est peut-être un peu moins bon que là où je le mets moi dans ma tête. Tout en restant bon malgré tout. Après, ça reste un très très bon jeu. Hein. Il faut pas dire qu'il est mieux que les Final Fantasy ou que c'est le meilleur Final Fantasy. C'est un autre Final Fantasy dans un monde parallèle de multivers. Le Final Fantasy 12 de Sakaguchi. Voilà, c'est pas parce que voilà. Avec moins de budget. Avec moins de budget, mais rappelez-vous, ce prologue, hein, vous savez que je bloque sur les prologues, mais ce switch-là entre la cinématique et le mode de combat. On avait halluciné. Ah, mais aujourd'hui encore, c'est joli. Non, si, aujourd'hui encore, c'est joli. Regardez ce manque d'objectivité. Voilà, regardez Tekken 8 hein, qui fait pareil dans sa vidéo. Et vous comparez les deux. C'est dur. Ton top 1. J'espère que tu vas régaler, parce que top 1. Hein. Alors, top 1, on reste sur Nintendo 64, et je parlais du jeu Hybrid Heaven. Alors, je pense que c'est un jeu où on est 3 personnes à le connaître. Ah ouais. Comme je l'ai dit, Nintendo 64, tellement en yinche de jeu. Et surtout, t'avais pas y a un genre qui te manquait, là. Je lisais, en fait, tous les mags spécialisés Nintendo à l'époque, et ce jeu-là, on s'était un peu tous collectivement monté le bourrichon, donc c'était un jeu Konami qui venait de faire Metal Gear Solid. Et c'était un peu le Metal Gear Solid qu'on voulait croire, en fait, qu'on avait, en fait. Et finalement, pas vraiment. C'était un jeu très bizarre qui avait des combats un peu RPG, tour par tour, où tu faisais des prises de catch. Alors, je crois que j'en ai déjà parlé de Hybrid Heaven. Oui, mais vous aviez pas d'MGS et vous avez pas de JRPG. Et puis, c'était un jeu qui cristallisait un peu de vide. Ouais, et qui avait ce côté un peu violent, un peu mature, ouais. Une histoire bresson et tout, comme on voulait quand on avait 14 ans, tu vois. Et en fait, je pense que ce jeu, c'est une purge. C'est le jeu quand tu mettais l'expansion pack, donc le rajout de RAM dans la console qui est censé rendre les jeux plus beaux, faisait ramer le jeu encore plus. C'était une intrigue, quelque chose de bizarre. Il était gris.
Il était gris, et voilà, ce jeu, je crois que j'en ai parlé dans mon top des jeux où je l'ai arrêté au boss de fin. Oui. Parce que le boss de fin, mais genre, on te fait enchaîner, mais genre, 6 combats à la suite, c'est trop chaud. À la Capcom. Et j'ai arrêté au dernier boss, et j'ai jamais fini le jeu, quoi. On n'a jamais fait le top 3 des jaquettes, et je milite, mais il a une très très belle jaquette. Hybride. C'est vrai. C'est vrai, faudrait voir l'artiste d'ailleurs qui était derrière, mais l'artwork était plutôt stylé. Bien mensonger, parce que un peu japonisant. Tu vois, si tu te dis, tiens, je vais me faire un petit JRPG, là. C'était un peu sale. En ce qui me concerne, mon top 1, voilà, de la triche aussi, c'est tous les jeux de la PlayStation 1. Je pense que j'ai un manque d'objectivité parce que la nostalgie, période dorée, celle que je préfère moi quasiment du jeu vidéo, et je pense que tu me parles d'un jeu PS1, si je l'ai même un peu aimé, je vais le défendre. Genre Pandemonium, on en parlait il y a 2 jours, Pandemonium qui... objectivement est un jeu pas ouf, hein. Mais à l'époque, voilà. Même Toshinden, on s'extasiait sur Toshinden 1. Oui, mais alors c'est une grosse série nulle, quoi. Non. Ça, faut réhabiliter. C'est-à-dire que à l'époque de Toshinden, quand il est sorti, c'était comme ça, c'était ma boule. Il était beau, mais c'était une purge. Oui, voilà. Bref. En tout cas, les jeux PS1, tous les jeux PS1, je le mets dans mon top. Donc, est-ce que c'est pas une forme d'honnêteté que d'avouer son manque d'objectivité, peut-être? Non, je trouve que tu as twisté la rubrique pour ne pas dire la vérité, je pense. Et dans les mentions, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai absolument pas parlé de FF7 ni remake, alors que peut-être qu'il avait sa place. Non, ça reste un pur jeu. Non, mais dans ce manque d'objectivité. Pour moi, je pense que ces jeux... Mais, je sais pas si vous avez remarqué, on doit être à plus de 70 top 3, parce qu'on n'a pas commencé les top 3 tout de suite dans les raids d'alerte. Je crois que je l'ai nommé qu'une seule fois, FF7, dans les prologues, et voilà, je vois pas pourquoi là, manque d'objectivité, je le mettrai là où je me force pour chaque top de pas le mettre, parce que voilà. Mais bon, sachez qu'il pourrait être très bien dans absolument tous les tops. N'hésitez pas à nous balancer encore, à ouvrir votre cœur, à nous dire où est-ce que vous manquez d'objectivité. Voilà, faites preuve de recul sur vous-même. Déjà, la semaine dernière, c'est un top 3 de recul sur soi-même. Ah oui. On est dans la période un peu zen, c'est l'automne. Petite psychanalyse, là, un petit peu un retour sur soi. Voilà pour ce top 3, cet interlude. Il est l'heure de passer à la seconde chronique. On va parler du Seigneur des Anneaux. Enfin, tu vois, elle arrive... Ah, mais j'ai plus envie, maintenant. Je l'attends depuis 2 semaines. Exactement, t'en as plus envie parce que est-ce qu'on n'a pas raté la hype, on l'est encore un petit peu, mais tu vois, quand il y a un nouveau jeu, un nouveau film qui sort, et en fait ces films vont charrier avec lui, c'est tout un univers, des livres, des produits dérivés, du lore en plus. Moi j'aime bien, je crois que toi aussi, là justement, là il y a les Anneaux de pouvoir qui sont diffusés sur Amazon, ça nous donne tous envie de nous replonger dans le Seigneur des Anneaux, de remater les films, de lire des bouquins, voilà, en l'occurrence le livre de Vivien Lejeune qu'on a publié, qu'on vous conseille, nous chez Third, on aligne souvent nos livres avec l'actualité parce que nos lecteurs nous le demandent. C'est vrai que on a tous cette envie de s'intéresser à un univers quand il y a le nouveau film à la mode ou le nouveau jeu à la mode. Choisir, c'est mieux que de le sortir quand il se passe rien autour de la licence, quoi. Oui, mais est-ce que toi aussi t'as cette effervescence en toi? Oui, c'est vrai qu'on a tendance à se vanner mutuellement, s'appeler fils de la hype, tu vois, ou surtout toi. où les événements s'approchant, t'as une espèce d'excitation qui monte et t'as toujours cette période juste avant la sortie où t'as envie de te farcir tout ce qui a trait à cette saga-là, donc et de devenir un spécialiste du sujet, te rouler dedans en disant ah là je suis prêt pour le nouveau film et tout. Là c'était un petit peu le cas pour le Seigneur des Anneaux. Moi je crois aussi toi remater les 3 Seigneurs des Anneaux, le Hobbit, etc. Alors j'ai pas relu les livres, faut pas déconner. On l'a relu le nôtre, c'est déjà pas mal. Et donc là on va faire une petite sélection de jeux, et c'était une époque où en fait ces jeux ils pouvaient sortir en même temps que les films en salle. Ils sortaient même systématiquement en rayon en même temps que le film était à l'affiche. En fait, ces adaptations, c'était un genre même en soi, et il était assez courant de constater que ces jeux, ils étaient pas tous géniaux, c'était des sortes de produits dérivés qui accompagnaient la communication des films. Ce qu'il est important de noter, c'est que il y a 10-15 ans, c'était encore possible de sortir des jeux en même temps qu'un film. Les jeux, ils coûtaient moins cher, ils se faisaient un petit peu plus vite, avec des équipes un peu plus réduites, et de ce fait, c'était quand même plus simple de synchroniser le film et le jeu. Aujourd'hui, clairement, c'est plus possible, c'est trop chaud, les devs sont trop longs, et il y a beaucoup trop d'inertie. 2 exemples, mais je pourrais vraiment en balancer, si t'en as Nico, n'hésite pas, c'est qu'il y a 2 jeux Black Panther qui ont été annoncés, ils ont été seulement annoncés pour un petit peu profiter, mais ils seront jamais à l'heure le 9 novembre prochain pour la sortie du nouveau Black Panther, alors que ça aurait été le moment parfait. Oui, puis ils ont annoncé un jeu Iron Man alors qu'il y aura plus de film à Iron Man aussi. Ouais, voilà, ils ont paniqué, mais là les jeux Black Panther c'est pour dire chauffez-vous, mais bon, ça sera dans 2 ans minimum, je pense. Donc
aujourd'hui, c'est très très compliqué. Un contre-exemple, un exemple parfait pour montrer que c'est un petit peu compliqué, c'est la série Cyberpunk Edge Runners. Et ça, je vous en parlerai donc du coup dans le Third Strike nouvelle formule qui arrivera en octobre. Et justement, même ma chronique parle un petit peu de tout ça, de tous ces produits qui sont autour des jeux vidéo. Donc voilà, pour faire le petit point sur quand on synchronisait à l'époque les films et les jeux, on va faire un... Ah, vas-y, dis-moi. Je veux dire, c'est marrant parce qu'à l'époque, justement, on critiquait tous ces jeux, ces adaptations faciles et pas réussies et tout, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a tous la nostalgie de ça, tu vois. Un petit peu. Alors que maintenant les jeux justement prennent leur temps d'adapter comme ils veulent, souvent en se détachant du film ou du scénar en question, et c'est trop bien, c'est mieux. Mais j'ai l'impression qu'on a tous cette petite nostalgie. Bien sûr, regarde Hogwarts Legacy, je vous ai dit que des exemples on peut en trouver vraiment partout, qui a même pas su s'aligner avec les Animaux Fantastiques 3, qui a été reporté moult fois et tout, enfin c'est trop... En fait c'est trop compliqué, c'est des gros paquebots, que ça soit le jeu ou le film. Même Avatar d'Ubisoft, malgré les 13 ans d'attente entre les deux films Avatar, il n'a pas réussi. Attends, le premier d'Ubisoft, ils avaient réussi. Hein. Ils avaient réussi à l'époque. Le premier, ouais. Le temps, les temps ont changé. Alors, on va faire un petit point sur les droits. Le Seigneur des Anneaux, parce que c'est pas évident et c'est toujours, j'espère, intéressant, c'est pas trop relou. Alors cet été, je sais pas si vous avez été au courant, j'espère, parce qu'on a parlé dans un raid alert de l'été, il y a Embracer qui a racheté la société Middle-earth Enterprise. Alors Embracer, c'est un groupe suédois tentaculaire, hein. On fait un long topo dans le raid alert 67 et pas le 69, donc attention. Donc ils ont racheté la société Middle-earth Enterprises avec un petit S à la fin. Alors c'est une société qui détient les droits d'adaptation des films, des jeux vidéo, des jeux de société, le merchandising en général, même les productions théâtrales et les droits des parcs à thème associés au Seigneur des Anneaux et au Hobbit. On croirait lire un contrat sur d'édition. Hein. C'est tout ça. Donc ça, c'est la première société. La valeur estimée de tout ça, hein, parce que c'est quand même pas n'importe quoi, c'est 2 milliards. Mais Embracer, eux, ils ont décidé d'acheter tout ça à 774 millions. Comment font-ils le coût de Trafalgar, comment ils ont fait? De plus que, en fait, ils ont acheté ça à 774 millions, la société Middle-earth Enterprises, mais il y avait un lot. C'était ça, plus 3 sociétés de développement, 3 studios de développement, qu'on connaît pas trop, et même là, une petite société d'édition petite, hein, je dis ça alors que Limited Run, c'est quand même pas n'importe quoi, ils font des éditions collector physiques, mondialement connues. Donc, tout ça, ces 4 boîtes, c'était dans le lot. Voilà, c'est le petit cadeau à la fin au marché quand tu laisses la petite pièce là. C'est quand même incroyable. Alors pourquoi c'est si peu cher ? En fait, c'est que le périmètre d'utilisation des droits d'adaptation du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, c'est pas si simple. Tu vois, j'ai parlé d'adaptation uniquement parce qu'il y a le reste. Et le reste, en fait, il est partagé avec la Tolkien Estate. Donc c'est une société qui, elle, détient les droits des livres. Tolkien, tu veux dire. Oui, Tolkien, de Tolkien. Alors, le Hobbit, la trilogie Seigneur des Anneaux, le Silmarillion, l'histoire de la Terre du Milieu, tout ça, c'est cette seconde société qui possède les droits. Et donc, Tolkien Estate, c'est pas des marrants du tout, hein. Moi, je les compare un peu à Moulinsart. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est la société qui gère les droits de Tintin. Donc voilà, Tolkien Estate, c'est une société une société juridique composée des membres de la famille de Tolkien et de leur avocat. Donc ouais. Moulinsart d'ailleurs qui a changé de nom, j'ai pas en tête, mais qui est complètement éclaté. Ça s'appelle plus Moulinsart ? Non. D'accord. Mais ils sont connus. Tolkien Estate, ouais, ils font partie aussi des mecs. Après c'est les héritiers, donc ils vont négocier toute leur vie pour garder la rente qui leur est tombée dessus, quoi. Et donc c'est avec cette seconde société que Amazon a négocié les droits de la série Les Anneaux de Pouvoir. Le truc relou avec ces droits, c'est que tout a été un petit peu saucissonné pour la revente et ça n'a pas du tout plu aux ayants droit. En gros, tous les acteurs en place en ce moment sont en conflit. Par exemple, techniquement, Embracer serait en droit de percevoir de l'argent, non pas sur la série, mais sur les produits dérivés de la série. Et là, vous comprenez bien le bordel. Mais la bonne nouvelle pour Embracer, c'est que la voie est plus ou moins dégagée pour le jeu vidéo. Et le jeu vidéo, c'est ce qui nous intéresse à nous. Très rapidement, le Seigneur des Anneaux en jeu vidéo, ça donne quoi ? Par exemple, pour ce qui est du contexte, quel âge est souvent adapté en jeu vidéo ? Donc voilà, pour ceux qui connaissent, le Seigneur des Anneaux, c'est plusieurs âges. Essentiellement, c'est des adaptations des films. Donc on va parler du 3e âge, ou le Tears Age. Alors pour ce qui est des genres des jeux, franchement il y a de tout, hein. Le premier jeu, le Hobbit, il date de 82, c'était une fiction interactive. Le second, la Moria, en 83, c'était un roguelike. Alors depuis, il y a eu des jeux d'action-aventure en grande majorité, des beat'em all, des jeux de rôle, des RTS, un MOBA, des jeux en tout, il y en a eu, tu veux essayer de deviner ? 10 millions. Non, c'est 29. Donc c'est pas mal 29 quand même. Donc seulement 8 avant 2001, donc facile de percevoir la dynamique, hein. Il est ici question en grande partie d'adaptation des films de Peter Jackson. Donc voilà pour ce qui est un petit peu des topos des jeux Le Seigneur des Anneaux, et voilà, moi je vous ai fait une petite sélection, et pour ceux qui ont la vidéo, parce que sachez que nous sommes filmés, on est sur YouTube et sur Spotify, hop là, regardez,
Vous voyez, j'ai le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Les boîtes Platinum, hein. Ouais, j'ai un peu la honte. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Donc ça, c'est des beat'em all qui ont été édités par Electronic Arts, qui sont sortis en 2002 et 2003, qui ont été développés par Stormfront Studio. Bon, ils ont rien fait de notable, hein. Ils ont fait le mode en ligne de Neverwinter Night, et je suis même pas sûr, hein, parce que j'ai assez digué, j'ai pas trouvé. Donc c'est des jeux qui sont beaux, qui ont été jugés beaux. En tout cas, moi, avec le recul, c'est assez dur à dire. Je suis allé diguer un petit peu sur les sites pour voir un peu les réactions. Et voilà, l'ensemble des critiques s'accordaient à dire que c'était un titre vraiment magnifique avec des animations de ouf. Moi, aujourd'hui, alors j'ai le premier, tu m'as posé la question, les 2 tours, je l'ai terminé. Et donc j'ai trouvé assez intéressant le système d'expérience, assez cool, où en fait tu vas, à chaque fois que tu montes de niveau, tu vas avoir une vague de coups. Donc tu vas vraiment avoir un level up où tu vas pouvoir faire plein de nouveaux coups. Ça, c'était très sympa. Tu peux jouer 3 héros, tu as une belle rejouabilité. Le jeu est court, la preuve, je l'ai même fini, et le jeu est chaud. Franchement, je suis mort quand même pas mal de fois. Ouais, il était pas assez dur. Alors ce que j'ai grave apprécié, et ça même aujourd'hui, en fait c'est le dynamisme. Tu vois, les personnages, ils sont ultra vifs malgré leur modèle 3D qui est franchement assez costaud à l'écran. Et moi je pensais, tu vois, quand tu joues à un jeu un petit peu rétro PS2, que tout le monde allait se mouvoir à 2 à l'heure et tout. Et là en fait, ils tracent de ouf, alors que... Et ça c'est assez rigolo. La suite, le Retour du Roi, donc a apporté un mode 2 joueurs très demandé à l'époque. Moi je m'en fiche complet aujourd'hui. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut noter, c'est que je pense que quand on a parlé tout à l'heure que aligner la sortie d'un jeu et d'un film, c'était quelque chose qui était possible. À cette époque, par exemple, les jeux sont sortis avant les films. Donc on était tous en train de se fermer les yeux parce que là, autant vous dire que on voit toutes les vidéos de tout le film, on voit les musiques de Howard Shore, le spoil, c'était laisse tomber. Ils sont sortis 3 semaines avant les films. Ouais, et c'était 1 et 2 dans les 2 tours, non? Dans les 2 tours, c'est donc il est sorti avant les 2 tours. Ça paraît incroyable aujourd'hui que le jeu dévoile le film en amont, quoi. Donc ça c'est sympa. En tout cas, ce qui est chouette, c'est un petit peu, tu vois, l'immersion d'être dans un film. On parlait tout à l'heure de produits dérivés, et l'envie de vraiment revivre ton film en jeu vidéo. Là, t'as l'acteur qui est modélisé, t'as les musiques de Howard Shore pendant que tu joues, qui est à balle. D'ailleurs, si vous aimez bien les musiques, on a sorti un Soundteams sur Howard Shore et le Seigneur des Anneaux. Donc vraiment, en termes d'immersion, c'était quand même le top. Est-ce que t'as des bons souvenirs, toi, de ces beat'em all? Mais grave, parce que c'était EA qui n'avait pas vraiment une belle image, peut-être pire qu'aujourd'hui, hein. Et on avait été tous un peu surpris par la qualité du truc, en fait. Ouais. Et que c'était fidèle, c'était beau. Enfin, pour le coup, moi, je me rappelle quand j'ai vu les vidéos, c'était en mode blockbuster jeu vidéo, quoi. Ah ouais, carrément. Et ça nous a tous un peu étonnés de la qualité du truc. Un autre jeu, c'est celui-là. Un JRPG par Electronic Arts, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, le tiers âge. Donc c'est dans le titre, ça va parler du 3e âge. Alors c'est une adaptation en JRPG. Déjà, je trouve un petit peu chelou en 2004, mais en 2004 c'est un petit peu la fin de l'âge d'or du JRPG. En tout cas, c'est une époque où le genre il comptait. C'était un genre porteur qui pouvait un petit peu attirer le grand public, même si c'était doucement à la fin. Ce jeu, il nous raconte une histoire parallèle à ce que vit la communauté de l'anneau. On est aux mains d'un rôdeur, d'un nain, d'un elfe, et notre héros, c'est Beretor du Gondor. Alors voilà, j'ai joué que quelques heures, mais en gros, t'es derrière eux. Ouais, c'est un peu l'équipe Beast et qui passe 10 minutes après en disant « Ah putain, ils ont tué le Balrog déjà !» Tu croises Gandalf. Mais vraiment, c'est parce que Gandalf, comme lui, il est tout le temps, il zone. En fait, il est jamais avec la communauté. Il va chercher de l'aide. Lui, tu peux le croiser. Et donc voilà, en gros, t'es un petit peu parallèle. Ce qui est rigolo, c'est de voir un petit peu un JRPG fantasy, mais fantasy US, très éloigné de ce qu'on peut vivre avec le JRPG. Donc des images tirées du film, mais tout est un petit peu plus gris, plus sérieux que les JRPG de l'époque, un petit peu folie. À l'époque, c'était pas mal, mais même aujourd'hui, franchement, moi j'ai kiffé, notamment la Moria qui est vers le début du jeu. J'ai aimé me balader un petit peu comme ça en mode JRPG, c'était très sympa. Rapidement, niveau gameplay, c'est quand même un JRPG qui était complet, c'était pas un titre au rabais, qui était largement inspiré de Final Fantasy X, qui était sorti 3-4 ans avant. Les combats, c'est même du FF10. C'est-à-dire que... ouais, bon, à l'époque, les tests, ils parlaient d'un skin presque FF10, enfin, Seigneur des Anneaux sur FF10. Exactement, quoi. Tu vois l'ordre des tours en interactif, c'est-à-dire que vraiment tu te dis là je vais faire tel super pouvoir, ça te change en live, ça c'est assez sympa. T'as des points de stats à distribuer à chaque niveau et tu passes souvent de niveau, mais façon Dark Souls, c'est-à-dire que c'est toi qui choisis, je vais mettre 3 points en force, 3 points en endurance, et tu peux faire n'importe quoi. Moi, comme je savais que je l'avais pas le finir, j'ai fait nimp, c'est-à-dire que j'ai fait le rôdeur, j'ai tout mis en force, il tapait mais comme une mule, il avait pas de vie. Ça c'était assez rigolo. Et quand je dis que c'est pas au rabais, ce qui est intéressant aussi, c'est que
tous les éléments d'armure que tu vas pouvoir glaner, bah, tu les vois à l'écran. C'est-à-dire que vraiment, un peu comme Dark Souls aussi, c'est-à-dire que tu vas mettre un bas qui est complètement dépareillé avec le haut, un bouclier et tout, bah ça tu vas le voir, alors que dans les JRPG c'était assez peu fréquent, t'avais l'arme qui changeait, mais ton perso il avait toujours la même gueule. Ouais, c'était un jeu qui avait été fait avec sérieux en fait, et qui là aussi avait peut-être un peu surpris de par l'ambition qui avait été mise, et bon pour le coup c'était presque normal pour une licence aussi importante. J'essaie juste de voir sa durée de vie, parce que je pense qu'il doit faire 10-15 heures. Alors dans les petits points un petit peu négatifs, il avait un côté très dirigiste, dû à son inspiration principale qui était FF10, et le temps que tu trouves sur How Long to Beat, combien dure le jeu, en gros moi je trouve que c'est un produit dérivé quand même de bonne qualité, et même plusieurs années après, j'ai quand même kiffé passer quelques heures dessus. Est-ce que tu as trouvé? Non, mais vas-y, continue, je ne veux pas te perturber. Non, pas de souci. Ah, là, je bascule. Je passe. Là, on va basculer en 2014 et en 2017. 22 heures. Une vingtaine. Ouais, donc correct. Et les beat'em all ont été autour de 6-8 heures. Le premier, je l'ai fait en 5-6 heures. Ouais. Et le second, j'ai joué au début parce que du coup, t'as plus de personnages, tout ça. Donc voilà, on arrête un peu le rétro gaming, on passe en 2014 et en 2017 avec l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre, des jeux qui sont développés par Monolith Productions. Alors attention, c'est pas Monolith qui font les Xeno Software. Alors c'est des jeux d'action aventure, des classiques blockbusters de la décennie 2010, alors des jeux de leur temps qui sont nés un petit peu d'une fusion des étalons de l'époque. Alors on nous sert de l'exploration façon Assassin's Creed, un monde ouvert, des objectifs en pagaille sur une map, un petit peu d'infiltration, et l'autre ingrédient qui va bien à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins la bonne, mais c'était quelque chose. Fut un temps, c'est des combats à la Batman Arkham. Alors eux, ils ont marqué leur temps. Alors la nouveauté du jeu qui distingue un petit peu, c'est le système Nemesis. Alors c'était pas simple à capter à l'époque. Alors vous l'expliquez aujourd'hui, je vais tenter. Alors il faut vous imaginer un petit peu l'organigramme du Mordor, avec le capitaine, le lieutenant, le directeur des ressources humaines, des ressources humaines, tout ça, le DG. Alors nous, en tant que joueurs, on va devoir se défaire des membres clés pour ainsi remonter dans l'organigramme de l'armée de Sauron. Et pour tuer les capitaines en fait et compagnie, il faudra découvrir leurs points faibles. Alors, ce qui est sympa, c'est que chaque membre de l'armée, un petit peu qui a des galons, possède une personnalité, des noms, des forces, des faiblesses. Chacun possède un design en rapport à sa personnalité et donc ses forces. Et pour les connaître, il va falloir un petit peu interroger les sous-fifres, leur casser la gueule en gros, et pour qu'ils avouent tu vois, moi mon chef direct, il a peur du feu. Et avec cette info, ça sera plus simple. T'auras un baril évidemment inflammable qui sera à côté de lui, tu fais péter, il a peur du feu et là tu le castagnes. Néanmoins, si tu perds ce duel, le soldat en question, lui, va monter en grade dans l'organigramme et sera plus chaud à tuer au second coup. Ce qui était une bonne idée peut finalement se retourner contre soi. Moi, je sais qu'il y avait 2 ou 3 sous-fifres que j'ai fait monter un petit peu en grade et j'arrivais plus à les tuer, quoi. Exactement, c'est la bonne idée sur le papier qui, dans la pratique, fonctionne pas trop, parce que si tu galères à tuer quelqu'un, il sera encore plus fort, en fait. C'est vraiment le cercle vicieux infernal. Et je me rappelle avoir pété des câbles sur certains des méchants. Et en plus, il me semble de mémoire, là aussi, que leur faiblesse, si tu l'utilisais pas, le mec était presque impossible à tuer, quoi. C'était que, genre, le mec craint le feu, fallait absolument du feu, sinon, il perdait à peine sa vie, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, il y avait tout un système derrière d'aléatoire, c'est-à-dire que nos parties n'étaient pas similaires, c'est-à-dire que les grades et les craintes et les faiblesses de chaque capitaine, tout ça, n'étaient pas les mêmes. Donc, encore une fois, une très très bonne idée sur le papier, ultra ludique, parce que qui incitait le partage, et toi, t'as quel capitaine, etc., etc. Mais bon, c'est le truc à retenir, je pense, de ce titre-là. Sa suite, L'ombre de la guerre, en 2017. En gros, c'est le même jeu, mais en plus riche, avec une carte plus grande, avec un système Nemesis plus complexe. Alors oui, c'est possible, car cette fois, il va falloir recruter des soldats. Et le but, c'est même le but principal, c'est retourner l'armée en les prenant à notre compte. Mais ce qui est notable dans l'ombre du Mordor et l'ombre de la guerre, surtout en 2022, c'est que ces jeux, du point de vue de l'histoire, ils font un bel écho à la série d'Amazon, celle pourquoi on est là aujourd'hui, les Anneaux de pouvoir, une série qui traite de la création des Anneaux de pouvoir par, alors comment tu dis, Celebrimbor, j'aurais dit Celebrimbor, tu vois. Et comment, en fait, Celebrimbor, il s'est fait duper par Sauron. En gros, je vous ai pas parlé du scénario des deux jeux, c'est normal parce que c'est maintenant. En fait, l'ombre du Mordor, le premier jeu, il se déroule entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, et en fait, nous fait incarner Talion, un membre du Gondor et gardien de la Porte Noire. La Porte Noire, on le voit dans le second film, c'est la grosse porte noire du Mordor. Et il est même doublé par Troy Baker, donc qui a doublé tout le jeu vidéo de toute façon.
Donc pas de bol pour Talion, hein. En plus d'avoir un job en mousse, lui et sa famille vont se faire tuer par la Main Noire. C'est un vassal de Sauron. La Main Noire, c'est un peu Dark Maul, hein. C'est un mec avec une capuche très très charismatique. Mais du coup, notre héros va être maudit et il sera condamné à errer entre le monde des vivants et celui des morts. Et c'est là que Celebrimbor, hein, le forgeron des anneaux de pouvoir, il apparaît sous forme de spectre pour nous sortir de là, car lui en fait il est Keblo entre deux mondes comme nous, sauf qu'il veut bien nous sauver, mais il faudra cohabiter avec lui dans le même corps. C'est une bonne idée ça crée des moments justement où les deux persos s'exprimaient et t'avais cette tension justement où chacun avait des objectifs un petit peu différents. Exactement, et ça va être en plus relevé dans la suite L'Ombre de la Guerre, le second jeu. Ça va plus loin parce qu'ils vont carrément forger un nouvel anneau de pouvoir, hein, qui va permettre de recruter et retourner l'armée des orques contre Sauron, qui est lié au système Nemesis que je vous ai décrit juste avant. Nico, est-ce que tu trouvais ça sympa de jouer justement sur le fait que cette histoire n'était pas rédigée par Tolkien, c'était une histoire inédite, écrite pour les jeux? C'était cool, tu trouves ça bien? Ouais, mais c'était un peu à l'époque, on avait le Force Unleashed aussi, le Star Wars, qui était pareil, qui racontait une histoire entre deux trilogies et qui venait apporter des éléments importants, tout en respectant le lore et tout. Et je trouve que là, c'était un peu pareil, c'était bien fait, et ça n'allait pas contredire ce qui avait été écrit dans les saints écrits de Tolkien, mais ça créait, des personnages attachants malgré tout, et t'avais vraiment l'impression de participer un peu à la grande histoire du Seigneur des Anneaux, quoi. Aller plus loin un petit peu que les lore keepers, hein, les gardiens du temple. On va en parler parce que toujours en ce qui concerne l'univers, rappelons-nous des polémiques d'il y a quelques semaines là, quand la série s'est lancée, même avant que la série se lance, quand les posters promotionnels ont été montrés dans lesquels on voyait des elfes, des nains, des humains avec la peau noire. Alors ça c'est le premier truc stupide. Le second truc à la con, désolé mais je peux juste dire ça, c'est que l'histoire de la série, donc les Anneaux de pouvoir, tournait autour de Galadriel, donc autour d'une fille badass qui casse des gueules, et ça a pas plu. Donc super. Mais bon, ce qu'on a oublié, c'est que le premier DLC du jeu L'Ombre du Mordor mettait en scène Baranor, un capitaine de Minas Tirith, à la peau noire. Et le second DLC de ce même jeu, c'était Galadriel l'héroïne, tout simplement. Donc est-ce que les gens étaient moins cons avant, ou est-ce qu'ils avaient moins de place pour s'exprimer? J'ai pas de conclusion à ça, c'est que tout ça pour dire qu'on n'avance pas toujours dans le bon sens, mais j'ai cherché un petit peu des polémiques, je n'en ai pas vu. Tant mieux. Après, c'est vrai qu'il y avait des polémiques liées aux deux, alors je sais pas si tu vas en parler sur le côté lootbox et compagnie, non, un petit peu, où le jeu a été pas mal tensé, parce qu'apparemment il incitait aux microtransactions et compagnie, quoi. Ça c'est vrai. J'ai préféré, tu as tout à fait raison, je préférais me concentrer sur l'univers et les polémiques potentielles qui n'ont pas eu lieu et qui ont eu lieu là maintenant. Bref, en conclusion, les jeux Seigneur des Anneaux que j'ai sélectionnés, je pense qu'ils sont intéressants parce qu'ils étaient marqueurs un petit peu d'une époque, tu vois. C'était des jeux jamais révolutionnaires, mais toujours dans le coup, toujours dans la hype, dans des genres qui fonctionnaient, dans le beat'em up 3D, hein, à une époque où DMC, Onimusha, c'était des titres stars. On a parlé de JRPG, qui était un genre qui expirait peut-être son dernier souffle, mais on était quand même sur du FF10-2, Drakengard 1, Tales of Symphonia. C'était la fin d'une ère, mais le début des embrouilles. Ouais, peut-être le début des embrouilles. Et quand Assassin's Creed, avec les deux derniers jeux qui ont été évoqués, quand Assassin's Creed dictait la marche à suivre pour toute une industrie, et quand Batman Arkham révolutionnait le système de combat, c'était des jeux de leur temps. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le prochain jeu, sous la coupe de Embracer, c'est Gollum, qui est un jeu d'infiltration. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le jeu d'infiltration va revenir? Est-ce que c'est la fin un petit peu d'une ère sur le jeu d'infiltration? Voilà. Peut-être qu'ils sont plus, ils ont plus le nez maintenant pour savoir quel genre. Parce que c'est vrai que ce Gollum, je sais pas s'il excite beaucoup de gens, mais retardé. Ça a pas l'air dingue. Après, on va voir pas ce que ça donne. Hein. Pas du tout aligné avec la série. Bon, après la série, il va y avoir plusieurs saisons, mais il est prévu pour l'année prochaine, donc peut-être dans le seul creux, comme peut-être la saison 2 va nécessiter 2 ans sur le tournage, je sais pas. Voilà, en gros, pour le Seigneur des Anneaux, est-ce que t'as rekiffé reparler de ces vieux jeux? C'était une époque cool, hein. C'est vrai que tu parlais d'Onimusha, de Devil May Cry, enfin, là, c'est, comme on dit, hein, c'était pas mieux avant, mais c'est vrai que moi, j'ai des bons souvenirs de cette époque. Il y avait plein de jeux sympas qui sortaient, quoi. Ouais, donc voilà, pour ce raid alert, on a parlé de jeux Seigneur des Anneaux, on a parlé de jeux actuels mais modernes, Monkey Island. On a fait FISA, non, j'ai l'impression. On a fait FISA, on a fait une petite heure, on est revenu au mode normal la fin de l'été. L'occasion pour nous de vous remercier, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou à même à vous abonner. On est dispo en vidéo sur YouTube et Spotify et sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Partout, podcast
Podcast Addict. On est partout. On sait, on a regardé les courbes, on sait que là vous avez arrêté d'écouter une grande partie. Il y a une chute à la fin. Pourtant, on a essayé de garder un petit truc. Il y a le teasing sur ce que nous on va vous raconter la semaine prochaine, mais il semblerait que ça soit pas suffisant. Perso, j'écoute jamais les 20 dernières secondes d'un podcast, donc je vous comprends, je vous ne blâme pas. L'occasion de faire la bise à toute l'équipe, à Ludo, à Ken, et c'est qui j'oublie. Et Damien. On ne l'oubliera jamais, de toute façon, Damien. Qu'est-ce que tu vas nous raconter la semaine prochaine ? Je ne sais pas encore, et si j'ai pas d'idée, on parlera peut-être de la difficulté de la critique jeux vidéo. Est-ce que ça implique en termes de retenue de spoil et compagnie, quoi. Je sais pas si je vous dis de ce dont moi je vais parler parce que... Vous allez pas revenir. Non, la critique. Moi je vais vous parler de la philosophie des jeux PC. Moi, fan de console et consoleux en chef, ben ouais, je vais vous parler de la philosophie des jeux PC parce que j'ai joué à 2 titres qui m'ont fait penser à quelque chose. Donc bah écoutez, venez quand même. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bye bye.